Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Et on commence par les suites de l'affaire Dassault. Hier, le sénateur UMP de l'Essonne a demandé la levée de son immunité parlementaire, devançant ainsi la décision du bureau du Sénat qui doit statuer demain sur la requête des juges. Ils enquêtent sur des achats de vote présumés à Corbeil-Essonnes, ville dont Serge Dassault a été le maire. Et on pensait en savoir plus. Aujourd'hui, il n'en est rien. On va retrouver tout de suite Tam Tranui en direct de l'hémicycle. Bonjour Tam. Bonjour Delphine. Alors que s'est-il passé tout à l'heure ? Eh bien tout à l'heure, Serge Dassault devait faire un rappel au règlement. Par cette procédure, eh bien, les sénateurs peuvent prendre la parole pour intervenir sur un sujet de leur choix, lié par exemple à l'actualité ou à un débat. Mais finalement, Serge Dassault a renoncé à cette prise de parole. Je vous propose d'écouter tout de suite sa très brève justification. C'était tout à l'heure dans l'hémicycle. Merci Madame la Présidente, mais compte tenu du faible personnes qui sont là, je renonce à cette règle, c'est un rapport au règlement. Merci. Alors certes, l'hémicycle à 14h30 précise était tout à l'heure quasi vide, mais il faut aussi dire que Serge Dassault avait déjà dit tout ce qu'il avait à dire hier en demandant sa levée d'immunité parlementaire. Je rappelle que la justice a déjà demandé par 2 fois cette levée d'immunité et que par 2 fois le bureau du Sénat lui a opposé un refus. La deuxième fois, c'était il y a quelques semaines, c'était début janvier, et cette décision du bureau du Sénat a suscité un véritable tollé. Alors prochain épisode de l'affaire Dassault, demain matin, le bureau du Sénat doit à nouveau décider s'il lève ou non l'immunité parlementaire de Serge Dassault, puisque la justice a à nouveau demandé cette levée d'immunité. Alors lors de cette réunion, il y aura également une autre question très sensible qui va être abordée, celle du mode de vote du bureau dans ce type d'affaires, puisque Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, souhaite passer d'un vote à bulletin secret à un vote à main levée en toute transparence. Je vous propose d'écouter à ce propos la réaction de Jean-Léonce Dupont, vice-président centriste du Sénat. Il est également membre de ce bureau. Je pense qu'il peut y avoir un vrai débat sur le changement. C'est une vraie question, c'est une question importante que j'espère d'ailleurs l'évolution actuelle du dossier va nous permettre de gérer dans la sérénité. C'est-à-dire c'est pas par rapport à une personne, par rapport à un cas, mais par rapport à un vrai problème de fonctionnement interne. Et je pense que nous aurons capacité, en tout cas je l'espère, de le gérer dans la sérénité. Soit il y a un consensus qui se dégage, et dans ce cas-là, on peut adopter certaines règles, et s'il n'y a pas de consensus, il me semble, en tout cas de mon point de vue, qu'il faut en respecter d'autres. Vous l'avez compris maintenant que Serge Dassault a demandé lui-même cette levée d'immunité, les sénateurs membres de ce bureau du Sénat espèrent pouvoir travailler dans un peu plus de tranquillité. Rendez-vous demain pour le verdict de ce bureau sur l'immunité parlementaire de Serge Dassault. Merci beaucoup Tam. Je vous propose tout de suite de voir le programme de cet après-midi sur Public Sénat. Dans un instant, place à la séance consacrée à une proposition de loi UMP qui vise à renforcer les sanctions prévues par la loi Besson sur les gens du voyage en cas de stationnement illicite. À 18h15, preuve par 3 avec Michel Sapin. Et on se retrouve à 19h pour 24 heures Sénat, le journal. Tout de suite, direction l'hémicycle pour suivre la séance. Bon après-midi à tous. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi visant à renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage, présentée par M. Pierre Hérisson et plusieurs de ses collègues. Je vous rappelle que nous avions commencé l'examen de cette proposition de loi le 12 décembre dernier. Dans la suite de la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement numéro 55, tendant à insérer un article additionnel avant l'article 1er. Un amendement 55. Qui le défend, Monsieur Jean-Pierre Michel? Oui, merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Ministre. L'article 2 de la loi du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, prévoit que les communes de plus de 5000 habitants, tenues de participer à la mise en œuvre du schéma départemental, et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés chargés d'assurer la gestion de ces aires, peuvent le faire soit directement, soit en confier la tâche par convention à une personne morale de droit public ou privé. Le présent amendement vise donc à professionnaliser davantage le réseau des gestionnaires d'aires d'accueil. En effet, l'expérience montre
que la plupart des difficultés rencontrées sur une aire d'accueil ont souvent pour origine un trop faible niveau de qualification des agents responsables des aires, qu'ils soient agents publics ou agents du privé, ou une absence d'encadrement de proximité, ou bien un manque de reconnaissance de leur travail, si ce ne sont les trois raisons réunies. Il serait donc tout à fait utile de prévoir un cycle de formation initiale ou continue pour tous les agents d'accueil public entrant en fonction ou en cours d'exercice dans ces aires d'accueil, car ils ont à accueillir, et je dirais à gérer, une population qui est souvent difficile, il faut bien l'avouer. Cette formation devrait par exemple présenter quelques repères fondamentaux de la culture des gens du voyage, transmettre des informations concernant le cadre juridique et réglementaire en vigueur, permettre d'échanger sur les pratiques des professionnels qui interviennent dans ce domaine et mettre en lumière les conditions d'un dialogue constructif entre voyageurs et gadgets. Tout en respectant le principe de la libre administration des collectivités territoriales, il serait peut-être également souhaitable de suivre la recommandation du préfet Hubert Derache qui suggère de privilégier une gestion directe des structures plutôt qu'une gestion déléguée pour assurer une plus grande implication des élus en charge de ces dossiers au sein de la commune ou de l'intercommunalité concernée. Voilà le sens de cet amendement important auquel le groupe socialiste attache beaucoup d'intérêt. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur, sur cet amendement 55. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement qui vise à conforter la professionnalisation de la gestion des aires d'accueil en instituant une obligation de formation professionnelle continue des agents à qui la commune délègue cette responsabilité semble bienvenu à la Commission qui a donné un avis favorable, car de nombreuses auditions ont mis en évidence l'importance de cette question pour bien organiser localement l'accueil des gens du voyage. Bien entendu, les situations sont très disparates. Il y a de gestionnaires d'aires d'accueil qui sont complètement professionnels et sensibilisés à l'ensemble des problématiques. Mais toutefois, une formation qui permet aussi un échange de pratiques serait bienvenue et c'est la raison pour laquelle la Commission a été favorable à cet amendement. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, effectivement, c'est une question importante que celui de la formation des personnels qui gèrent les aires d'accueil ou qui les confient d'ailleurs par convention à une personne publique ou privée. C'est effectivement de nature à favoriser une meilleure gestion de ces aires. D'ailleurs, comme vous l'avez souligné, c'est un sujet qui avait été abordé dans le rapport du préfet Derache et qui avait fait l'objet de travaux conduits par le gouvernement, qui est favorable à l'orientation. Néanmoins, le fait de mettre en place un plan d'action de formation ne semble pas au gouvernement relever d'une action législative. C'est pourquoi il recommande la sagesse sur l'amendement 55. Merci, monsieur le ministre. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'ai bien compris, j'ai écouté le sens et j'allais dire que sur le fond, on ne peut être que d'accord avec cette disposition. Néanmoins, je rappelle que notre collègue député, en charge d'une proposition de loi globale, qui reprend d'ailleurs une partie des propositions que j'avais faites moi-même en 2011 dans le cadre d'une proposition de loi à l'issue du rapport, me semblerait mieux placé pour prendre en considération ces discussions que la PPL que j'ai eu l'honneur de déposer et qui traite d'un sujet précis. Je pense que si on ouvre à la discussion par anticipation sur la PPL Rimbourg, il n'y a pas de raison qu'on n'examine pas cet après-midi la totalité de la PPL Rimbourg et que la place de cet amendement est plutôt à venir dans la PPL Rimbourg qu'ici même sur la PPL que nous examinons cet après-midi. Donc nous voterons contre cet amendement, pas pour le problème de fond, parce qu'il n'est pas à sa place dans ce texte. Merci, monsieur Hérisson. Monsieur le rapporteur.
Oui, merci Madame la Présidente. Mon cher collègue, nous vous avons indiqué lors de la discussion générale au mois de décembre que justement votre proposition de loi, qui au-delà d'un certain nombre de propositions qui étaient inopérantes et qui avaient déjà dans leur esprit été censurées par le Conseil constitutionnel, en tout cas des dispositions similaires, et que nous souhaitions, si un texte devait être adopté à votre initiative, qu'il ne soit pas essentiellement et exclusivement à base de sanctions, mais qu'il soit équilibré, qu'il envoie un message d'inclusion aux gens du voyage et qu'il soit précis à la fois sur les obligations et les moyens pour les communes de respecter leurs obligations et en même temps de donner des moyens aux communes de pouvoir plus facilement lutter contre les occupations illicites de terrain. Donc si votre esprit c'est d'obtenir à la fin de cette journée un vote sur un texte déséquilibré, la réponse est non. Et c'est bien la raison pour laquelle nous souhaitons avancer avec un texte équilibré. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, je n'ai pas participé à vos travaux précédemment, mais c'est un sujet, il se trouve que la question de la gestion des aires d'accueil des gens du voyage, et tout particulièrement la question des gens du voyage, c'est un sujet que je connais un peu, puisque j'ai été pendant 11 ans maire d'une collectivité dans l'Essonne, président d'une communauté d'agglomération, et que ce département de l'Essonne est traversé assez régulièrement et assez souvent par des passages de gens du voyage, qu'il s'agisse d'ailleurs de familles ou de plus grands rassemblements. Et je n'ai jamais pensé et donc à la fois comme maire, mais bien entendu encore plus comme membre du gouvernement, qu'on pouvait traiter la question des occupations illégales uniquement par le petit bout de la lorgnette. Bon. Et qu'il ne suffisait pas de renforcer des régimes de sanctions pour que, in fine, le problème se règle. Vous savez très bien que le problème, c'est aussi la question de l'application de la loi Besson de 2000, c'est la question ensuite de la gestion des aires d'accueil par les collectivités, c'est la question de la cohabitation entre les gens du voyage et les riverains. Bref, vous avez un ensemble, c'est la question de la scolarisation des enfants eux-mêmes. Bref, vous avez un ensemble de dispositions qui ne peuvent pas être comme ça traitées de manière totalement partielle. Et je serais tenté de vous dire, avec tout le respect que je vous dois, que s'il y a une PPL qui pour l'instant n'a pas vocation d'être, c'est la vôtre. Bon, et qu'on ne peut pas en rester uniquement à la question des sanctions. Bon, donc je trouve tout à fait logique qu'on puisse aborder l'ensemble des amendements qui vont permettre d'améliorer considérablement votre texte, quoi. Merci, monsieur le ministre. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 55 présenté par notre collègue Jean-Pierre Michel, avec un avis favorable de la Commission, un avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour? Merci. Contre? Merci. Abstention? L'amendement est adopté. Avant l'article 1er, je suis saisie de 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement numéro 9 est présenté par Madame Benbassa, au nom du groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Il s'agit d'un amendement de conséquence des amendements précédents, les amendements écolo 7 et 8, dont l'objet est de faire disparaître des textes existants la notion de commune de rattachement. Merci, chers collègues. L'amendement 49, Monsieur Jean-Pierre Michel. Oui, Madame la Présidente, il s'agit d'un amendement de cohérence, de conséquence, qui est le même pratiquement que celui de Madame Benbassa, même si je crois qu'il est mieux écrit, le mien. Ah, ça. C'est toi qui as mieux écrit. Oui, c'est moi qui ai mieux écrit, je crois. Donc cet amendement répercute dans le Code électoral les règles de domiciliation de l'article L. 264-1 du Code de l'action sociale et des familles. Ainsi, les personnes sans domicile stable, mentionnées à l'article L. 264-1 du Code de l'action sociale et des familles, qui ont tenu domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet, sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune dont l'adresse figure depuis au moins 6 mois sur leur carte nationale d'identité ou qui leur a fourni l'attestation d'élection de domicile établissant leur lien avec lui depuis au moins 6 mois. Si le Conseil constitutionnel a supprimé la disposition selon laquelle les gens du voyage peuvent s'inscrire dans leur commune de rattachement après 3 ans de rattachement ininterrompu dans la même commune, ramenant de ce fait le délai dérogatoire de 3 ans au titre du droit commun qui prévoit 6 mois, il n'a pas invalidé le dispositif de commune de rattachement avec le seuil de 3% maximum
C'est l'objet de cet amendement. Pierre Michel, voulez-vous présenter le 50 rectifié dans la foulée? Le 50 rectifié est également un amendement de conséquence, mais qui répercute cette fois, non pas dans le Code de l'action sociale, mais dans le Code général des impôts, les règles de domiciliation de l'article L264-1 du Code de l'action sociale et des familles. Premier amendement dans le Code électoral, deuxième amendement dans le Code général des impôts. Je vous remercie, chers collègues. Je vais donc demander à notre rapporteur l'avis de la Commission sur ces 3 amendements. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Alors, l'avis de la Commission est défavorable sur ces 3 amendements. Toutefois, je me permets de faire quelques commentaires. D'abord sur le sens, initialement, ces amendements étaient déposés parce que certains avaient pour ambition d'abroger la totalité de la loi de 69. Alors, peut-être faut-il rappeler l'effet des votes du mois de décembre. La loi de 69, donc celle qui est relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile et résidence fixe, avait dans son titre premier un certain nombre de dispositions sur l'exercice des activités ambulantes et délivrance de titres de circulation. L'article 1 a été abrogé depuis 2008 de manière totale. L'article 2, l'article 3 et l'article 4, l'article 5 et l'article 6, donc en fait tout le titre 1, a été abrogé. Je rappelle qu'une bonne partie de ces dispositions avaient déjà été censurées par le Conseil constitutionnel le 5 octobre 2012. En ce qui concerne l'article 7, l'article 7 indique sur cette loi de 69 que toute personne qui sollicite la délivrance d'un titre de circulation prévu aux articles précédents, qui ne seraient plus dans la loi, est tenue de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée. Par conséquent, d'une certaine manière, sans avoir accepté, et nous le regrettons, nous sommes un certain nombre à le regretter, l'abrogation de la loi de 69, le moteur qui permet de continuer à faire fonctionner les articles suivants de cette loi n'existe plus, puisque toutes les dispositions concernant les titres de circulation ne sont plus opérationnelles. Je rappelle que c'est principalement la notion de commune de rattachement et des 3% de 3% d'une population municipale qui bénéficie d'un titre de circulation qui peuvent être sur les listes électorales qui n'ont pas été abrogés. Alors, au-delà de ce que l'on peut penser de cette non-abrogation de ces 2 articles, il est vrai que cela peut imposer dès maintenant, et ça je le dis à titre personnel, de se poser la question de savoir comment faire à partir du moment où il n'y a plus de titre de circulation. Alors, la proposition de rattacher à l'article L264-1 sur le droit à la domiciliation dans le Code de l'action sociale et des familles semble totalement opportun. Et d'ailleurs, le projet de loi ALUR, qui est actuellement en discussion, a introduit dans son article 21.2, qui complète le Code civil pour régler les droits civils d'une personne sans domicile stable par l'élection d'un domicile dans des conditions prévues par l'article du Code L264-1 du Code des familles. Par conséquent, il semblerait que nous pourrions d'ores et déjà donner à voter et tenir compte donc de ce qui a été voté par l'abrogation partielle de la loi de 69 en décembre. Nous pourrions d'ores et déjà en tirer les conséquences et adopter, me semble-t-il, l'amendement numéro 9. Par contre, à partir du moment où la navette a vocation à faire prospérer le texte et à l'améliorer, il est clair qu'il faudra se pencher sur l'avenir du reste de la loi de 69, mais aussi il est peut-être prématuré de modifier le Code général des impôts. Par conséquent, à titre personnel, j'aurais tendance à inciter, mes chers collègues, vous inciter à donner un avis favorable, à voter l'amendement numéro 9 et à, pour l'instant, ne pas modifier le Code général des impôts. Est-ce que ces discussions prospèrent au cours des prochaines navettes, parce que ce serait peut-être un peu prématuré. Mais en tout état de cause, j'attire votre attention sur le fait qu'avec cette abrogation partielle de la loi 69, nous sommes dans une situation bancale et que par conséquent, les amendements qui avaient été prévus ont déjà tout leur sens. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, voulez-vous préciser
L'amendement numéro 9, vous êtes favorable? C'est clair que la Commission a donné un avis défavorable aux 3 amendements. Simplement, je dis qu'à titre personnel, compte tenu de l'aspect bancal de ce qui nous reste de la loi 69 après le vote du mois de décembre, il me semble qu'il est déjà opportun de prendre des dispositions pour régler le problème de domiciliation, quand bien même dans la loi Allure, des dispositions sont déjà prévues. Par contre, concernant le Code général des impôts, je propose de s'en remettre à la suite de la discussion parlementaire et aux prochaines navettes. Je suis désolé, Madame la Présidente, si je n'ai pas été clair la première fois. J'espère l'avoir été un peu plus. Je vous en prie. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Oui, merci Madame la Présidente. En ce qui concerne ces amendements, et d'ailleurs peut-être pas qu'on est actuellement sur le 9, le 49 et le 50, mais je crois que je vais essayer de présenter une position plus générale du gouvernement sur d'autres amendements, même si j'aurai l'occasion de revenir, à savoir le 30, le 28, le 46, 47, 48 et 70. Voilà. À l'instar de ce qui était prévu dans la proposition de loi auquel Monsieur le Sénateur faisait référence tout à l'heure, à savoir celle qui était la proposition de loi dite Rimbourg, qui a été déposée, enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale en décembre 2013, le gouvernement est favorable à une modification des règles de domiciliation des gens du voyage qui remplace le régime prévu par l'actuelle loi de 69 par un régime reposant sur l'article L264 alinéa 1 du Code de l'action sociale et des familles. Cet article prévoit en effet que les personnes sans domicile stable élisent domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet. Ce rattachement leur donne notamment accès aux prestations sociales, à la délivrance d'une carte nationale d'identité ou à l'inscription sur les listes électorales. Un tel changement du régime de domiciliation des gens du voyage suppose d'élargir la portée de la domiciliation résultant de l'article 264.1 du Code de l'action sociale et des familles, lequel n'ouvre pas l'accès, en état actuel de la législation, à l'ensemble des droits attachés au domicile auxquels les gens du voyage doivent avoir accès. En outre, il convient de supprimer les dispositions prévoyant les règles spécifiques pour les personnes soumises au régime de la loi de 69 et de modifier celles qui y font référence. Enfin, il convient de prévoir des dispositions transitoires réglant la situation des personnes qui aujourd'hui se voient appliquer le régime de la loi de 69 afin d'éviter toute discontinuité dans l'exercice de leurs droits. Voilà le schéma sur lequel le gouvernement entend parvenir. Le Sénat n'a pas voté l'abrogation des articles 7 à 10 de la loi de 69 relative au rattachement. En revanche, il a voté l'abrogation des articles 2, 3 et 4 et 6 qui régissent les titres de circulation des gens du voyage. Or, il résulte de l'économie générale de la loi de 69 que les articles 7 et 10 ne sont applicables qu'aux personnes qui détiennent ou sollicitent les dits titres de circulation. Et donc, si les choses en restaient là, il en résulterait un certain nombre de difficultés, en particulier l'existence de deux régimes qui continueraient à coexister pour les mêmes personnes dans bon nombre de domaines. Celui de la commune de rattachement prévu par la loi de 69, qui ne serait applicable qu'aux personnes détentrices d'un titre de circulation à la date d'entrée en vigueur de la loi, et celui de la domiciliation auprès d'un CCAS ou d'un organisme agréé. En outre, l'adoption de dispositions supprimant les renvois à la loi 69, que le gouvernement soutient également dans leurs principes et leur objet, pourrait se traduire par des incertitudes. Enfin, comme vous l'avez souligné, monsieur le rapporteur, cette réflexion doit être désormais conduite en tenant compte du vote récent des dispositions de l'article 21 de la loi Allure, qui passe en CMP d'ailleurs, je crois, aujourd'hui, et qui étend les effets de la domiciliation des personnes sans domicile stable via les CCAS. Pour toutes ces raisons, le gouvernement, Madame la Présidente, recommandera la sagesse de votre Assemblée sur ces amendements. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Y a-t-il des explications de vote? Monsieur Pierre Hérisson, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues. Alors, je ne sais pas si véritablement la répétition est nécessaire, mais je ne voudrais pas être obligé de la faire à chacun des amendements. Mais je rappelle ici, et je vous le dis à Monsieur le ministre, et j'ai bien noté votre intervention, c'est qu'est-ce que nous examinons comme texte et quelle est la situation temporaire aujourd'hui en attendant la proposition de loi de notre collègue député Dominique Rimbourg
qui, comme je l'avais imaginé avant 2011, au moment où j'ai déposé une proposition de loi globale dite de modernisation de la loi Besson, qui touche à l'ensemble de la problématique des personnes qui ont décidé de choisir le mode de vie en itinérance dans notre pays. Alors, évidemment, on peut toujours prétexter la nécessité d'avoir un texte équilibré, mais on part d'un texte spécifique qui est une PPL qui touche à un problème particulier, qui essayait de donner un signal aux désordres excessifs qui se sont produits pendant l'été dernier pour pratiquement l'exclusivité concernant les grands passages sur notre territoire. Alors, si on part dans un texte avec les 60 amendements qui consiste à anticiper la PPL Rimbourg, je pense que nous aurons les 4 heures dont nous avons besoin au mois de février, au mois de mars, il n'y en a pas, peut-être au mois d'avril, peut-être au mois de mai, peut-être au mois de juin, en espérant que, finalement, la loi Rimbourg soit inscrite le plus rapidement possible à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse entrer dans le processus d'une discussion globale sur la problématique de la modernisation de la loi Besson de 2000, dont j'ai l'honneur d'avoir été ici un des 2 rapporteurs. Donc j'ai quelques souvenirs de la loi de 2000, à un moment donné où j'étais le rapporteur de la partie urbanisme et surtout où Jean-Paul Delevoye, dont le parcours n'est pas à rappeler ici, mais était le rapporteur au fond et où nous avons ensemble, avec Louis Besson, posé les fondations d'un texte qui, pour la première fois dans les lois de la République française, était la fondation qui nous permettrait progressivement d'aller à l'abrogation de la loi de 1969. Il se trouve que ceux qui ont pris l'initiative de la question prioritaire de constitutionnalité n'ont pas obtenu satisfaction puisque la demande formulée portait sur l'abrogation totale de la loi de 69, ils n'ont pas obtenu satisfaction. Alors aujourd'hui, si on veut essayer, excusez-moi du terme, mais de bricoler la partie abrogée sans tenir compte de la nécessité d'un texte sur lequel je me suis jamais caché derrière mon petit doigt, je suis et je reste tel que je l'ai déposé dans ma PPL de 2011, favorable à ce qu'on annule complètement la loi de 1969 pour pouvoir réécrire un certain nombre de dispositions qui concernent aujourd'hui le principal point de difficulté. Ce ne sont pas, bien sûr que les difficultés existent, mais le point principal de la difficulté, il porte essentiellement sur la problématique des grands passages qui, pour 99% d'entre eux, sont d'origine cultuelle, qui sont organisés sur le territoire sous forme de missions, qui utilisent des terrains qui sont certes à mise à disposition insuffisante, mais qui aujourd'hui doivent faire l'objet d'une prise en charge et d'une prise en compte par l'État au même titre que les grands rassemblements. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, voter tout ce que vous voulez sur un sujet sur lequel j'ai la prétention, depuis 2000, de connaître un certain nombre de choses. Ça, c'est certain. Madame Benbassa, je suis désolé, mais j'ai un peu plus de pratique que vous. Et vous savez, les associations aujourd'hui, elles ne sont pas forcément tellement d'accord, même pas d'accord du tout, avec ce que vous faites depuis que vous êtes arrivé ici. Et ça, sur un certain nombre de bancs, et pas forcément de l'opposition, je peux vous dire, je ne vous ai pas interrompu, Madame Benbassa, et je ne vous interromprai jamais, mais je vous dis simplement que nous ne pouvons pas continuer cet après-midi à examiner amendement par amendement un texte. Si j'étais à la place de Dominique Rimbourg, moi, je serais très mécontent de ce qui se passe cet après-midi ici, parce qu'on est en train de dénaturer et d'anticiper un texte sur lequel il a beaucoup travaillé, il a beaucoup consulté, et il a repris une partie, et j'en suis assez fier d'ailleurs, ça peut peut-être paraître bizarre à certains, mais je pense que la concertation que nous avons avec Dominique Rimbourg sur ce sujet depuis maintenant une dizaine d'années vaut qu'on puisse attendre, Monsieur le Ministre, quelques semaines, voire quelques mois, pour examiner un texte global et ne pas nous laisser embarquer dans des amendements qui, certes, peuvent avoir un intérêt, mais qui dénaturent complètement le texte de Dominique Rimbourg. Merci, merci, chers collègues. Monsieur Jean-Pierre Michel, Monsieur le Président, peut-être, Monsieur le Président de la Commission. Après. Madame la Présidente, d'abord, je remercie le gouvernement d'avoir donné un avis favorable à ces amendements. Et la sagesse, pour moi, c'est favorable. Le Sénat est une assemblée de sages. Donc, si vous vous en remettez à la sagesse du Sénat, vous aurez un vote positif.
Si vous en remettez à la sagesse de l'Assemblée nationale, ça peut être différent. Donc, revenons à des choses sérieuses. J'entends M. Doligé. Alors, c'est vrai qu'on, sur un sujet important, on délibère dans des conditions difficiles, puisque les propositions de loi, c'est 4 heures. Au bout de 4 heures, on n'a pas le temps de terminer. On remet ça quelques mois plus tard. On oublie ce qu'on a dit au début. On reprend au milieu. Très bien. Mes chers collègues, c'est vous qui avez réinscrit la proposition de loi à l'ordre du jour. Vous n'avez qu'à la retirer. Vous n'avez qu'à la retirer. Vous n'avez qu'à la retirer. Alors ne faites pas des grands discours hypocrites. Ne faites pas de grands discours hypocrites, s'il vous plaît. À 2 mois des municipales, on sait ce que vous voulez faire ici. De la propagande, c'est tout. Et pas du travail juridique. Alors si vous jugez qu'on ne peut pas légiférer comme ça, nous en sommes d'accord. Retirez de l'ordre du jour, dites-le, on s'en va, on passe à autre chose. Si ce n'est pas le cas, je demande qu'on vote les 3 amendements qu'on vient de présenter. Merci, Monsieur Jean-Pierre Michel. Madame Benbassa. Je suis d'accord avec Jean-Pierre Michel. Écoutez, vous vous connaissez mieux que moi, c'est sûr, mais vous les, enfin, je ne sais pas, vous les pénalisez. C'est qui aime bien châtie bien, alors, c'est ça? Eh bien, bravo. Écoutez, moi, je vous conseille, ne sachant rien sur les gens du voyage, mais les ayant auditionnés longuement, que vous retiriez votre texte, parce que ça fait la 2e fois qu'on est là. Et on ne sait pas, vous êtes d'accord pour, contre, etc. Peut-être on va revenir une 3e fois. Alors voilà, ou on vote ces articles, ou vous retirez votre... Je ne sais pas, il faut trouver une solution. C'est électoralisme, Monsieur Hérisson, vous le savez bien, vous les connaissez bien. Moi, j'ai lu vos écrits sur la question, vous ne disiez pas la même chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous arrive à l'approche des élections. Hein. Je suis un peu étonnée que vous ayez un double langage sur les gens du voyage. Voilà. Merci, Madame Benbassa. Madame Goulet. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, moi je voudrais dire que nous suivons l'avis de Pierre Hérisson qui en la matière fait autorité depuis longtemps. Je n'oublie pas qu'il est venu soutenir des cas difficiles, notamment dans mon département, et qu'il est quand même parmi les gens qui connaissent bien le sujet. Par ailleurs, moi qui ne le connais pas beaucoup, je remarque simplement que les amendements qui sont déposés sur ce texte sont majoritairement communistes, socialistes et viennent du groupe écologiste. Voilà, ce qui prouve que vous avez quand même avec ce texte quelques difficultés. Quoi qu'il en soit, nous voterons avec le groupe UMP sur ce dossier. Merci Madame Goulet. Monsieur Richard. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, moi je ne voulais pas intervenir dans ce débat, mais compte tenu de la tournure que prennent les événements, je dois le faire. En fait, de quoi s'agit-il? Nous sommes, mes chers collègues, dans une niche parlementaire UMP. Bien, UMP, dont on sait la durée, ça a été dit. Bien. Nous avons sollicité le Sénat sur un certain nombre d'articles, très peu nombreux, comme vous l'avez vu, de cette proposition de loi qui vise à renforcer les sanctions. C'est le terme, qui vise à renforcer les sanctions compte tenu de ce que l'on a, et M. Hérisson vient de le dire, observé tout particulièrement l'été dernier à l'occasion des grands rassemblements. Bien. Alors, Monsieur Michel, il ne s'agit pas de retirer ou non. Nous posons une question simple. Est-ce que oui ou non, le Sénat est prêt à renforcer des sanctions que nous estimons absolument indispensables compte tenu des débordements que l'on a vus l'année passée? Et ce n'est pas poser le problème dans sa globalité comme on le fait avec, que sais-je, 60 amendements dont on sait qu'ils ne pourront pas être vus, surtout avec la tournure des événements, dans les 4 heures de notre niche parlementaire qui, par ailleurs, a un 2e point inscrit à l'ordre du jour. Donc je ne peux pas accepter ça. Vous votez oui, vous votez non, et puis voilà. Il suffit de nous dire si vous voulez ou non renforcer les sanctions à l'égard des contrevenants en la matière. C'est aussi simple que cela. Merci, Monsieur Richard. La parole est au Président Mézard. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je n'avais pas moi non plus prévu d'intervenir, mais je crois qu'il s'agit d'un problème important qui revient périodiquement. Moi, je préside une communauté d'agglomération qui a cette compétence et je m'occupe de cela depuis de très nombreuses années. Et là, les discours électoralistes ou démagogiques, je crois qu'il faut les rentrer dans la poche. La période, effectivement, nous sommes proches des élections municipales. Mais après les élections municipales, il y a l'été. Et l'été, on va encore assister à un certain nombre
de débordements et de comportements qui sont devenus intolérables pour nombre de nos concitoyens, insupportables pour des milliers d'élus, et qui vont à l'encontre d'ailleurs de la défense et de l'intérêt des gens du voyage. Bon, voilà la réalité. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? La situation, nous la connaissons. Il y a des collectivités, je parle de ce que je connais, je préside une agglomération où nous sommes mis totalement en conformité avec les exigences de la loi. Ça a coûté d'ailleurs cher. Donc il y a les aires d'accueil, il y a une aire de grand passage, et je constate quoi? C'est que malgré le respect des obligations légales, eh bien, on n'arrive pas à faire respecter la loi par une partie des gens du voyage. Il y a certains d'entre eux qui ne posent jamais de problème, il y en a d'autres qui posent systématiquement des problèmes. Et lorsqu'on respecte la loi, monsieur le ministre, eh bien, on constate que ceux qui commettent des débordements, il n'y a pas moyen d'obtenir des forces de l'ordre, aussi souvent des autorités préfectorales, les concours et les décisions nécessaires pour faire respecter la loi. La réalité, c'est ça, la réalité de terrain. Alors, vous pouvez vous abriter derrière toutes les grandes déclarations dont on a l'habitude, mais la réalité de terrain, c'est celle-là. Alors que vous ayez une politique différente par rapport aux collectivités qui ne respectent pas la loi, qui n'ont pas fait d'aménagement, qui n'ont pas d'aire de grand passage, tout à fait d'accord, tant pis pour eux. Mais au moins que pour ceux qui respectent la loi, vous donniez les instructions nécessaires pour que la loi soit respectée. Or, je suis désolé de vous dire, vous ne le faites pas. Merci, Monsieur le Président Mézard. La parole est au Président Carle. Oui, merci Madame la Présidente. Simplement rappeler à notre collègue Monsieur Michel que c'est la Commission qui a modifié le texte initial que nous avions déposé, en totale contradiction avec le Gentleman Agreement qui présidait dans cette Assemblée et qui a d'ailleurs été reconnu par le Président du Sénat en conférence des présidents, qui visait à dire que c'est le texte initial qui a été déposé par le groupe parlementaire qui devait être étudié et débattu en commission. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Je le regrette. On a bien compris les raisons qui vous mènent à faire durer ce texte pour pas que nous le votions avant les échéances. C'est une évidence. Merci, Monsieur Carle. La parole est à Monsieur Doligé. Oui, merci Madame la Présidente. Je me permets de prendre la parole parce que tout à l'heure, peut-être par erreur, mais Monsieur Michel m'a cité. Alors que je n'avais pas pris la parole, il devait seulement vouloir parler de mon collègue Hérisson. Mais comme c'est un sujet qui... Pardon ? Parce que mon silence est éloquent, dit Jean-Pierre Sueur. Merci Monsieur le Président. Simplement pour dire qu'effectivement, si on attend, mais M. Mézard l'a dit il y a quelques instants, les échéances électorales, on ne traitera jamais du sujet, parce qu'après l'été, il y a des cantonales et des régionales, etc. Et puis après, on tombera dans d'autres échéances. Donc on a vraiment un problème sur le terrain à régler. Et le président de la commission des lois le connaît aussi bien que moi, puisque nous sommes allés voir M. Valls il n'y a pas longtemps pour essayer de régler des problèmes de très grands rassemblements, de plusieurs milliers de caravanes, qui entraînent des grands passages en permanence. Et que si on n'est pas en capacité de régler le problème, alors plus tard dans sa globalité, on n'en sortira jamais. Et si l'État ne prend pas ses responsabilités, on n'en sortira pas. Là, en l'occurrence, ce qu'on demande, c'est au moins de pouvoir appliquer les textes et de faire en sorte qu'on prenne un certain nombre de dispositions urgentes et rapides pour régler le problème. Mais je rappellerai aussi, dans le cadre de ce qui se passe actuellement sur ce texte et des amendements, que j'ai connu la même mésaventure. C'était une des premières, peut-être, mésaventures lorsqu'on dépose dans une niche, lorsque j'avais déposé un texte sur les normes. Je suis ravi qu'il ait pu franchir au bout d'un certain temps, mais on a tout fait au départ pour le bloquer de la même manière et faire en sorte qu'il ne puisse pas être utilisé dans le temps imparti. Donc c'était exactement la même technique. Alors, ou c'est des techniques politiques, et à ce moment-là, c'est même plus la peine de déposer des PPL, ou alors on laisse la liberté, dans un cadre démocratique au Sénat, à l'opposition de proposer des textes. Ils les présentent, vous n'en voulez pas, eh bien ils sont refusés comme vous êtes majoritaire, mais je pense que bien souvent les textes que l'on présente ont des sentiments différents dans votre majorité et il y en a un certain nombre d'entre vous qui sont prêts à nous suivre. C'est souvent ce qui vous pose problème, c'est la raison pour laquelle on peut dire qu'il y a un certain sabotage des textes qu'on présente et je le regrette infiniment.
Merci, chers collègues. La parole est à Madame Cukierman. Bien. Puisque tout le monde, personne n'avait prévu de prendre la parole et que tout le monde la prend, je vais suivre mes collègues, parce que je crois tout d'abord qu'il est important que sur cette question, nous puissions garder la sérénité des échanges que nous avons eus en décembre. Ensuite, rappeler effectivement que je crois qu'il est important, à travers cette proposition de loi, comme à travers d'autres, qu'il nous faut nous garder de toute stigmatisation de quelques catégories de population que ce soit. Et d'ailleurs, c'est pour cela que dès l'intervention générale en décembre, nous avions dit que nous ne nous retrouvions pas effectivement dans cette proposition de loi, parce que j'entends ce qui est dit sur le fait que la loi n'est pas toujours respectée, certes par une minorité. C'est un débat on avait à peu près terminé d'ailleurs sur ces échanges-là en décembre. Mais on le sait aussi, on peut renforcer les sanctions, ça ne règle pas le problème du respect ou du non-respect de la loi. Et on le voit dans tous les domaines, dans celui-ci, là encore, comme dans d'autres. Donc, on a une opposition et un échange, période électorale ou pas, sur cette question et sur ce principe-là. Donc, je rassure Madame Goulet, pour une fois, finalement, que le groupe écologiste, socialiste et communiste et des amendements qui aillent dans le même sens ramènent un petit peu de réalisme aux équilibres politiques traditionnels de notre République. Donc, vous voyez, c'est finalement les choses qui se retrouvent. Et puis ensuite, je crois que sur tout le reste du débat, on peut en discuter tout l'après-midi. Mais moi, je pense que, effectivement, ce que nous vivons là et ce qui a été vécu à travers d'autres textes et ce qui sera vécu dans les jours qui viennent, parce que finalement, les modus vivendi du fonctionnement des niches sont en train de trouver des dérogations sur beaucoup des principes. Les renvois en commission, on dépose une PPL et puis on fait des renvois en commission. À quelques semaines également des élections, on peut aussi parler d'électoralisme. Donc je crois qu'il faut peut-être remettre à plat. Révisons le règlement du Sénat et vous le savez, notre groupe, nous avions des propositions pour que le pluralisme, que l'initiative législative puisse être réelle, exister et avoir toute cette portée. Donc de cela, on peut en discuter. Nous serons présents si vous le souhaitez. Mais je vous propose quand même, mes chers collègues, que pour l'heure et pour cet après-midi, nous revenons à ce qui nous rassemble ici, même si ça peut nous diviser sur le texte, c'est-à-dire effectivement l'objet de la proposition de loi de nos collègues de l'UMP. Merci Madame Cukierman. La parole est à Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Oui, je suis assez halluciné par votre intervention, Monsieur Hérisson, et par les suivantes de vos collègues. Je rappelle que nous traitons quelques amendements qui ont juste pour objectif de discuter de la manière dont on doit tirer les conséquences des votes du Sénat du mois de décembre. Certains votes d'ailleurs auxquels vous avez participé. Donc, nous aurions pu, compte tenu de votre grande compétence sur le sujet, vous entendre sur cette question précise de ce qu'il est souhaitable de tirer comme conséquence du vote auquel vous avez participé au mois de décembre. Or, rien du tout. Plusieurs de vos collègues de votre groupe politique ont parlé, refait une discussion générale, ayant pour simple objectif de faire durer la discussion. Si vous voulez aller sur le fond des choses, alors travaillons sur les amendements précisément et faites-nous à ce moment-là le plaisir de partager votre connaissance du sujet sur justement cette question de domiciliation et pas de revenir sur le sujet de manière générale. Mais vous l'avez dit, il ne s'agit pas de faire la loi, il s'agit d'envoyer un signal. Alors évidemment, s'il s'agit d'envoyer un signal, l'important c'est de taper. C'est pas de résoudre, c'est de taper. Bon, eh bien non, c'est pas en tapant qu'on trouve la solution. La solution n'a de sens que globalement. Et c'est la raison pour laquelle, de ce texte tel que vous l'avez déposé, la Commission, effectivement, a fait un certain nombre de propositions de modifications. Mais parce que si on veut trouver une solution, et je partage totalement ce que dit le président Mézard, c'est une question urgente, qui pose de vrais problèmes de respect de la loi et des principes républicains, dans la mesure où un certain nombre d'occupations illicites ne peuvent pas être remises, ne peuvent pas être sanctionnées, c'est évident. Mais on a besoin
et la discussion générale la dernière fois l'a bien souligné, il faut regarder le problème globalement. Alors je ne vais pas, après vous avoir dit qu'il ne fallait pas faire durer les débats, faire la même chose. Simplement, je vous dis, il faut effectivement résoudre le problème sur le fond et de manière globale. Mais, en conclusion, je n'aurai pas la cruauté de vous dire ou de rappeler ce que vous nous avez signalé lors des auditions préalables, sur ce que vous connaissez, ce que vous savez, des dispositions que la proposition initiale comportait et du décalage avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Vous avez comme ambition d'envoyer un signal, mais vous ne voulez pas résoudre le problème. Résoudre le problème, c'est autrement plus compliqué. Et c'est bien pour ça qu'il y a des amendements un peu plus techniques qui méritent d'être abordés. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire « on s'est préoccupé du problème, il y a un scandale, on doit répondre ». Non, c'est par la loi. Ici, on ne fait pas des communiqués de presse. Ici, on fait la loi. Et donc, on fait la loi, on doit prendre les choses globalement. Et en la matière, vous l'avez dit lors de l'audition, j'aurais préféré que vous le disiez aussi ici, il y a effectivement, par rapport à la proposition telle qu'elle était au début, un certain nombre de choses qui ne conviennent pas. Et puis, il faut regarder le problème globalement. Donc voilà, je vous inviterai plutôt à, puisque le problème est urgent et qui mérite d'être travaillé globalement, à reprendre le fil de la discussion et à nous rappeler que ce qui est aujourd'hui en cause, là dans ces discussions sur les amendements, c'est tirer les conséquences du vote du Sénat du mois de décembre. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est au président de la commission, monsieur Scher, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je voulais intervenir sur 2 points succinctement. Premièrement, il y a une question de procédure qui est récurrente. Il est clair qu'il y a contradiction entre le principe même de temps réservé et le droit d'amendement. Parce que sur tout projet de loi et toute proposition de loi, quelle qu'elle soit, le droit d'amendement est quelque chose d'imprescriptible que nous défendons tous et que nous avons raison de défendre. À mon sens, la solution, elle consisterait à donner plus de temps aux propositions de loi pour qu'elles aillent à leur terme, que ce ne soient pas des débats confinés dans des temps réservés, au détriment de ce qu'on appelle semaine de contrôle, qui compte un certain nombre de débats très intéressants, mais qui ressortissent quelquefois de ce qu'on appelle ici ou là le remplissage. Oui, mais vous savez, mon cher collègue, que pour changer cela, il faut désormais changer la Constitution. Et c'est un sujet, Monsieur Hérisson, qui demandera quelques débats entre nous. D'ailleurs, Monsieur le Président Bell, puisque vous parlez de lui, a pris l'initiative de nous consulter très prochainement sur ce sujet. Mais c'est une contradiction qui est inhérente. On ne peut pas accuser des parlementaires, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, de faire usage du droit d'amendement. Ce serait nous détruire nous-mêmes. Ensuite, je remarque qu'il y a quand même de nombreux cas où des propositions ont été votées dans le cadre de temps réservé à l'initiative des uns et des autres. Je signale à Monsieur le Ministre que quelques-unes sont d'ailleurs en souffrance à l'Assemblée nationale. Je pense à une proposition de loi votée à l'unanimité sur les prérogatives du juge français par rapport à la Cour pénale internationale, qui a été votée à l'unanimité ici. Et j'en profite pour dire un mot d'une proposition de loi que nous avions écrite à la suite des États généraux du Sénat avec Jacqueline Gouraud sur les conditions d'exercice des mandats locaux et qui compte un certain nombre de dispositions qui concernent les premières semaines et même la première séance des conseils municipaux. Question d'indemnité en particulier, d'exercice concret des fonctions électives. Et cela a été adopté 2 fois au Sénat, 1 fois à l'Assemblée. Il suffirait, Monsieur le Ministre, de l'inscrire à l'Assemblée nationale pour que cela s'applique. Personne ne comprendrait que ça ne s'applique pas au début de la mise en place des prochains conseils municipaux. Pour ce qui est du fond maintenant, Monsieur Hérisson, dont chacun connaît et salue la connaissance du sujet. Je tiens à le faire à mon tour. Il est venu dans notre département. On a eu l'occasion ensemble d'aller visiter les gens du voyage lors d'un grand rassemblement.
Bien. La question des grands rassemblements se pose. Éric Doligé a dit à juste titre que nous avons été reçus par M. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, il y a pas longtemps, au mois de janvier, et qu'il a pris l'engagement clair et public que les prochains rassemblements d'été n'auraient pas lieu sur le terrain de Nevoy, compte tenu que nous accueillons dans le département du Loiret un grand rassemblement chaque année au printemps, et que de demander à la même commune d'accueillir un autre grand rassemblement 2 ou 3 mois après, c'est demander aux élus et mettre les gens dans des situations extrêmement difficiles. Donc, moi, je tiens à remercier Monsieur le ministre publiquement puisqu'il a pris cet engagement. Naturellement, cet engagement, quelles conséquences a-t-il? Il a comme conséquence qu'il faudra exercer le pouvoir régalien de l'État pour définir une fois pour toutes 2 ou 3 terrains en France qui seront définis par l'État et par lui seul, comme les terrains qui accueilleront les grands rassemblements, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il y aura de toute façon des pressions, des protestations, des remarques, etc. Mais cela fait partie de la fonction régalienne de l'État, et je suis persuadé que la promesse sera tenue. De même, je tiens à rendre acte à monsieur le rapporteur Pierre-Yves Lecomte, que Jean-Yves Lecomte, je confonds avec un autre collègue, que dans l'article 6, tel qu'il a été modifié, se trouve augmenter le pouvoir régalien de l'État par rapport non pas aux grands rassemblements mais aux grands passages, qui sont souvent la conséquence des grands rassemblements. Tout marche ensemble. Je crois que c'est absolument nécessaire. Nous sommes pour la décentralisation, mais il y a des sujets par rapport auxquels l'État républicain doit prendre à 100% ses responsabilités en l'affaire. Je tenais à le dire pour souligner le travail du ministère de l'Intérieur et dire qu'à cet égard, il me paraît sage qu'il y ait des dispositions claires, comme celles qui figurent dans cet article 6, et qui, si ce texte n'était pas adopté, figurerait, je le suppose, dans la future loi dont on parle, bien qu'elle ne soit pas à l'ordre du jour. Merci, Monsieur le Président. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente. Non, je ne voudrais pas allonger les débats, mais néanmoins, Monsieur Hérisson, j'ai cru comprendre que vous souhaitiez légiférer dans l'urgence par rapport à un problème important. C'est un problème important. Je crois que personne ne l'a nié. Et le président de la Commission des lois rappelait que vous aviez été reçu par le ministre de l'Intérieur, qui, je crois, n'a pas contesté, connaît bien ces sujets, et n'a pas contesté en rien le fait qu'il fallait que l'on règle le problème. Mais là encore, il ne faut pas confondre, peut-être que ça change par rapport aux dernières années où tout d'un coup, lorsqu'il y avait un problème à régler dans l'urgence, on faisait une loi dans l'urgence sans se préoccuper de savoir si elle était applicable après, si elle prenait en compte la globalité du problème. Là, vous êtes bien conscient qu'actuellement, il y a un travail du gouvernement, non seulement du ministre de l'Intérieur, mais également de la ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement, pour pouvoir essayer de fournir une réponse globale, puisque vous savez très bien que sur la question de l'accueil des gens du voyage, qu'il s'agisse des grands rassemblements ou de l'accueil de rassemblements plus petits, il y a aussi la question du fait que l'ensemble des collectivités ne remplissent pas leurs obligations vis-à-vis de la loi. Bon. Et qu'il faut qu'il y ait une position équilibrée. Le gouvernement, je crois, n'a aucun problème sur le fait que pour les maires qui respectent la loi, il faut pouvoir, y compris peut-être même renforcer leur pouvoir de façon à ce qu'on puisse aller plus vite, mais que ça doit se situer dans un texte global, équilibré, qui prend en compte la globalité du problème. Voilà la position du gouvernement, et pas dans l'urgence électorale. Parce que je vois bien aussi, puisque nous sommes dans une assemblée, certes, de sages, mais qui fait aussi un peu de politique. Bon, et que nous sommes quand même dans une période un peu particulière actuellement, où je sens que vous voulez lancer certains messages très particuliers en ce qui concerne un sujet qui peut être sensible. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Il n'y a plus de demande de parole. Je vais donc... Ah, non, Monsieur Michel, vous vous êtes déjà exprimé. Je suis désolée. Je suis désolée, Monsieur Michel. J'ai refusé la parole à Monsieur Hérisson. Vous retirez vos amendements? Demande de scrutin public pour ne pas allonger la séance et qu'on pense à droite que nous faisons tout pour que ça ne soit pas voté. Non, mais elle n'a pas la parole.
Madame Benbassa, oui. J'ai été saisie donc d'une demande de scrutin public par le groupe écologiste sur l'amendement numéro 9. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable et l'avis du gouvernement est sagesse. Il va donc être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Vous le retirez? Ah bon, très bien. La demande. Vous retirez la demande. Très bien. Donc on va procéder à un vote normal. Donc je mets aux voix l'amendement numéro 9. Avis de la commission défavorable. Avis du gouvernement sagesse. Qui est pour voter l'amendement numéro 9? Qui est pour? Je vous remercie. Qui est contre? Il est adopté. Bien, les deux autres tombent de toute façon, Monsieur Jean-Pierre Michel. Je suis désolée, Madame Benbassa, je ne vous avais pas entendu. Alors, nous arrivons à l'amendement numéro 28, un article additionnel avant l'article 1er du groupe CRC. Madame Cukierman, vous le présentez? Oui, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, cet amendement est un amendement de cohérence avec l'amendement que nous avions présenté et qui visait à supprimer la loi du 3 janvier de 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, dans l'état d'esprit que j'évoquais tout à l'heure, et d'éviter les amalgames. Notre amendement a malheureusement été rejeté en séance publique le 12 décembre dernier. Nous le déplorons, car comme je vous l'ai expliqué, cela fait plusieurs siècles qu'il existe en France un régime spécifique pour ceux que l'on appelle aujourd'hui les gens du voyage. Il aurait donc été opportun de profiter de ce débat public pour envoyer un message fort aux personnes concernées. Les réglementations françaises successives spécifiques aux gens du voyage ne se sont pas contentées de singulariser des citoyens français qui ont simplement choisi un mode de vie différent, mais elles ont, au fil des temps, créé des outils pour contrôler leurs mouvements et leurs activités, avec des sanctions et amendes spécifiques en cas de manquement aux règles édictées. Elles ont également abouti au titre de circulation dont nous avons débattu précédemment. Fortement décrié aussi bien par les associations que par la HALD, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, cette loi de 1969 doit être abrogée afin que le droit commun puisse s'appliquer à tous de la même manière. Merci, chers collègues. Je vais demander l'avis de notre rapporteur, l'avis de la Commission. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Sur l'amendement 28, la Commission a donné un avis défavorable. Elle a donné un avis... Pardon ? Elle a donné un avis défavorable, un peu comme sur l'article 50 que vous avez fait tomber, Madame la Présidente, peut-être de manière un petit peu audacieuse, puisque c'était vraiment un sujet un peu différent sur le Code général des impôts. Mais ma position personnelle sur ces deux, c'est un peu que ce n'est pas la peine de tout faire d'un seul coup. Il y a beaucoup de dispositions dans cet article, alors qu'on a déjà dit que la loi de 69 n'avait pas été totalement abrogée et qu'il y avait besoin d'un travail de fond sur l'ensemble de ses conséquences. Donc la position de la Commission, elle est défavorable, et à titre personnel, je propose plutôt de continuer la discussion sur le sujet plutôt que de prendre tout de suite une décision. Donc voilà la position de la Commission et mon avis sur cette proposition, Madame Zuckerman. Merci, Monsieur le rapporteur. La rédaction des deux amendements n'était pas compatible. Je vous le confirme. Bien, donc je vais demander l'avis de Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Je ne vais pas m'étendre puisque j'ai rappelé tout à l'heure la position du gouvernement sur une série d'amendements, sachant que nous partageons l'objectif de l'auteur de l'amendement qui tente à supprimer les règles appliquées spécifiquement aux gens du voyage en vertu du régime de la commune de rattachement, qui est prévu par la loi de 69, et à supprimer les références de ce régime. Voilà, cependant, comme je le soulignais tout à l'heure à M. Hérisson, il faut que ça s'inscrive dans un ensemble cohérent qui offre aux gens du voyage une domiciliation leur permettant d'exercer l'ensemble de leurs droits, ce que la présente proposition de loi, je l'ai rappelé tout à l'heure, dans son état actuel ne garantit pas. En outre, en ce qui concerne l'amendement lui-même, les modifications proposées ne paraissent pas les plus adaptées
En effet, ce sont les dispositions mêmes visées par cet amendement et non pas seulement la mention à la loi de 69 qu'il conviendrait de supprimer. Et donc, le gouvernement s'en remet à la sagesse de votre Assemblée. Positif, monsieur Michel. Merci, Monsieur le ministre. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Il n'y en a pas. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 28 qui a été présenté par notre collègue Cukierman. Un avis défavorable de la Commission, un avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour voter cet amendement? Qui est contre? Il y a un doute. Il y a un doute, donc on va recommencer. Qui est pour voter cet amendement? Qui est pour? Oui, je pense qu'il vaut mieux vous lever. C'est mieux parce que c'est limite. Voilà. 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 Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous arrivons avant l'article 1er, un amendement 46 qui est présenté par notre collègue Jean-Pierre Michel. Merci Madame la Présidente. Je voudrais dire très nettement à Monsieur Richard, tout à l'heure vous ne m'avez pas donné la parole, vous avez eu raison. Il faut parler avec vérité. Nous sommes contre, Monsieur Richard, contre une proposition de loi de Monsieur Hérisson qui était, je dirais, une petite queue de sa proposition de loi globale qu'il avait déposée en juillet 2011, qui prenait le problème dans son intégralité. Et nous sommes contre le fait de voter comme ça une augmentation des sanctions sans regarder le reste du problème. Car à quoi servirait-il d'ailleurs d'augmenter des sanctions alors qu'aujourd'hui elles ne sont pas appliquées? Et c'est vrai que la proposition de loi de M. Hérisson, c'était uniquement cela. Sur cela, nous sommes contre. C'est la raison pour laquelle la commission des lois, à la demande d'un certain nombre de parlementaires qui ont déposé des amendements, a étendu le champ de cette proposition de loi. Tout à l'heure, M. Hérisson nous dit « mais il faudrait faire une concertation avec la proposition de loi de M. Raimbourg qui a été déposée. Nous trouvons des plages où nous nous retrouvons. Très bien. » C'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai dit « eh bien, retirez le texte que vous avez inscrit aujourd'hui et revenons plus tard lorsque M. Raimbourg aura fait discuter sa proposition de loi. » Ce n'est pas le cas, donc nous continuons. Et nous continuons en examinant le problème dans son intégralité. Donc l'amendement que je propose aujourd'hui aligne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet, sur le droit commun en ce qui concerne le lieu d'exercice de leur droit civil, c'est-à-dire là où ils ont leur principal établissement, comme le prévoit l'article 102 du Code civil. L'expression « droit civil » désigne l'ensemble des prérogatives attachées à la personne, comprend le droit au respect de la vie privée, de la vie familiale, au respect du domicile, de sa correspondance, le droit à l'image, le droit d'aller et venir, le droit à la liberté de pensée, d'expression, de conscience, de religion, le droit à la liberté de réunion, ainsi que le droit au mariage et celui de fonder une famille. Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, adopté le 21 janvier 2013, prévoit explicitement des mesures de simplification des procédures de domiciliation et de remobilisation des préfets chargés de coordonner l'action des structures pour la domicilialisation. Il précise que les préfets des départements, sous la coordination du préfet de région et en lien avec l'autre comité territorial et les acteurs associatifs, établiront un schéma de domiciliation. Ce schéma doit définir une couverture territoriale complète et en assurer un suivi annuel. Ces orientations doivent également prendre en compte la spécificité de la domiciliation pour l'aide médicale d'État, de la domiciliation des demandeurs d'asile, pour qui la domiciliation représente une étape essentielle et obligatoire de la procédure d'asile, ainsi que celle des gens du voyage, pour lesquels un accès aux prestations sociales et à l'aide juridique est particulièrement difficile. C'est pourquoi nous proposons d'adopter cet amendement, qui s'inscrit dans le prolongement de ce plan. Je vous remercie, Monsieur Michel.
L'avis de la commission, monsieur le rapporteur, sur cet amendement. L'avis de la commission est défavorable. Les dispositions qui sont prévues sont satisfaites dans leur esprit par ce qui devrait être inclus dans le projet de loi Allure qui est en fin de discussion parlementaire. Donc ce n'est peut-être pas la peine de compléter les dispositions qui sont déjà prévues et qui pour sûr seront adoptées. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, comme vient de le dire le rapporteur, effectivement, il peut y avoir, le gouvernement partage votre avis sur cette question. Effectivement, il y a une disposition du projet de loi Allure qui a été votée dans les mêmes termes par les deux chambres, qui a le même objet, qui repose sur une rédaction qui est plus sûre juridiquement, notamment parce qu'elle a été approuvée entre autres par le Conseil d'État aussi. Le gouvernement propose de s'en tenir à cette disposition de la loi Allure et donc vous demande le retrait de cet amendement, sinon l'avis sera défavorable. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Hérisson. Oui. Madame la Présidente, Monsieur le ministre, tout d'abord, je dirais à l'adresse de Monsieur Michel et au nom de la courtoisie, s'il pouvait utiliser un autre terme pour définir ma proposition qu'une queue de je sais pas quoi, ce serait bien, mais il n'est pas obligé de le faire. Et puis je ne ferai pas un rappel au règlement pour ça. Simplement pour dire que si on continue avec ce genre de type, je rappelle que ceux qui ont saisi le Conseil constitutionnel l'ont fait avec un motif tout à fait intéressant, c'était la suppression de la loi de 69. Si on commence à réécrire des amendements qui redonnent un statut particulier aux gens du voyage, alors peut-être que personne n'a pris le temps de lire les deux rapports successifs que j'ai eu l'occasion de faire entre 2006 et 2010 sur un titre qui me paraissait intéressant. C'était « Vers un statut le plus proche possible du droit commun ». Si on commence à réécrire qu'ils ont droit à ceci, qu'ils ont droit à cela, c'est qu'on n'admet pas que ce sont des citoyens de la République française à part entière. Et là-dessus, je pense que ce n'est pas le lieu dans ce texte de redébattre ou de débattre de quelque chose d'aussi important. Et puis enfin, je me permettrai de vous dire que nous sommes en concertation, en tout cas en ce qui me concerne, avec Dominique Raimbourg depuis des mois, que sa PPL, elle est prête depuis le mois de septembre, qu'on nous a annoncé qu'elle serait inscrite au printemps. Je vous rappelle que c'est dans le courant du mois de mars, le début du printemps, et qu'il serait peut-être intéressant que l'on puisse débattre. Il aurait été intéressant de débattre du texte global avant les élections municipales, parce qu'on n'était pas obligé de le faire dans l'urgence, mais en tout cas, il y aurait une certaine urgence à débattre du texte de Dominique Raimbourg et de faire la navette avant l'été prochain, parce que les difficultés qui proviennent pratiquement exclusivement des grands passages méritent en tout cas d'appliquer du mieux possible et le plus vite possible l'article 6, qui consiste à dire que comme pour les grands rassemblements qui concernent plusieurs milliers de caravanes et qui est jusqu'à 20 ou 25 000 personnes, qui sont parfaitement organisées par les services de l'État, et ce, quelles que soient les majorités, et depuis des années, et je le dirai ici, quelles que soient les majorités, l'État et le ministère de l'Intérieur organisent parfaitement les grands rassemblements dans notre pays. Il n'y a rien à redire. Tout ce qu'on demande dans l'article 6, c'est qu'ils prennent également, parce qu'il en a la capacité, il en a les moyens, il en a la compétence, les grands passages qui, je le rappelle, sont prescrits dans le cadre d'une circulaire et non pas d'un texte de loi, et qu'on demande tout simplement que l'État fasse pour les grands passages ce qu'il fait pour les grands rassemblements. Et le problème sera pratiquement réglé. Ensuite, nous reprendrons notre cheminement à caractère social et économique de la vie de personnes qui, dans notre pays, ont choisi de vivre de manière itinérante. C'est ça le problème, et je pense que là, on est en train de partir sous un prétexte d'équilibre, dans un texte qui n'a rien à voir avec la PPL que j'ai déposée, puisqu'il s'agit, et je le répéterai toujours, de donner un signal avant l'été prochain pour que le bazar de l'été prochain, de l'été précédent, ne se reproduise pas l'été prochain. C'est ça dont il s'agit. Pour le reste, je vous assure qu'on ne traite pas d'un sujet qui veut aller vers le droit commun pour plus de 400 000 de nos compatriotes, uniquement avec des textes en s'opposant ou en se jetant les assiettes à la figure. C'est une insulte que nous faisons aux gens du voyage. Merci. Monsieur Jean-Pierre Michel, vous êtes sollicité par le ministre pour un retrait. Présidente, d'abord, je voudrais dire à monsieur Hérisson que j'ai le plus grand respect pour lui et que ça n'était pas péjoratif. Je voulais dire que cette proposition de loi était un tout petit morceau d'une autre plus importante. C'est tout.
Deuxièmement, ce qui est une insulte aux gens du voyage, c'est de prévoir l'aggravation de sanctions pour eux, sans prévoir tout ce qui devrait aller autour. Ça, c'est vraiment... Troisièmement, Madame la Présidente, compte tenu de ce qu'a dit Monsieur le rapporteur et Monsieur le ministre, je retire l'amendement 46. Je vous remercie, chers collègues. Avant l'article 1er, nous arrivons à l'amendement 47. Vous le présentez, Monsieur Michel? Oui, Madame la Présidente, cet amendement supprime les conditions spécifiques imposées aux gens du voyage, et M. Hérisson sera satisfait parce qu'il nous a dit que c'était des citoyens comme tous les autres qui devaient être traités sur un pied de stricte égalité républicaine. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, nous voulons supprimer toutes les conditions spécifiques en ce qui concerne le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire pour les aligner sur le droit commun. Ça, je crois que c'est respectueux des gens du voyage. Je vous remercie, chers collègues. L'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. L'avis de la Commission est défavorable. Et je dirais à titre personnel que même si je comprends totalement la position et la proposition de M. Jean-Pierre Michel de faire en sorte que les gens du voyage, sur ce sujet aussi, viennent dans le droit commun. C'est un exemple par rapport à toutes les autres dispositions où j'ai plutôt incidé à la prudence, tout en disant voilà, l'abrogation de la loi 69 va conduire à un certain nombre de choses, mais peut-être que, compte tenu de la manière dont on examine les choses, il n'est peut-être pas nécessaire de tout traiter aujourd'hui. Sur la question de l'obligation scolaire, puisqu'il s'agit de ça, il s'agit d'un amendement qui supprime l'obligation de justifier pour les personnes sans domicile fixe l'assiduité des enfants soumis à l'obligation scolaire pour prétendre aux prestations familiales. Je partagerai bien entendu votre position. Toutefois, le rapport d'RH souligne combien il est important de renforcer l'éducation présentielle des enfants, et en particulier des jeunes filles, pour favoriser leur intégration. Par conséquent, cette question, même si les principes républicains obligeraient à être d'accord avec vous, il me semble que sur ce sujet aussi, afin de ne pas contrarier les efforts de scolarisation qui sont absolument nécessaires pour les enfants des gens du voyage, j'attire l'attention sur les conséquences que pourrait avoir l'adoption de cet amendement sans autre disposition favorisant et s'assurant de l'assiduité scolaire. C'est la raison pour laquelle aussi, à titre personnel, je ne voterai pas cet amendement. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur, le gouvernement va recommander la sagesse, et vous allez vite comprendre pourquoi, puisque le gouvernement partage l'objectif poursuivi par vous-même tendant à supprimer les règles spécifiques applicables aux seuls gens du voyage pour le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire. Il se trouve simplement que ces règles ne résultent pas simplement de l'article L. 131-3 auquel vous faites référence du Code de l'éducation, mais également de l'article L. 552-5 du Code de la sécurité sociale. Et donc il ne suffit pas de supprimer à l'article L. 131-3 du Code de l'éducation le renvoi à l'article 552 du Code de la sécurité sociale. Il conviendrait aussi de supprimer et l'article du Code de l'éducation et celui de la sécurité sociale. Merci, Monsieur le ministre. La parole est au président Mézard. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je comprends la motivation de notre collègue Jean-Pierre Michel, mais je crois qu'il est des messages qui sont dangereux, même quand l'intention est bonne. Lorsque l'on gère les questions d'accueil des gens du voyage, on se rend compte, et nous le savons, tant que nous pouvons encore exercer des fonctions exécutives d'élus locaux, nous savons ce que c'est. Eh bien, aller s'occuper des gens du voyage et constater que la question de l'illettrisme ne serait pas fondamentale, c'est une méconnaissance absolue du problème. Nous avons un besoin impératif de renforcer la scolarisation, l'apprentissage de la lecture, de l'écriture pour les gens du voyage. C'est impératif parce que c'est un des problèmes essentiels, fondamentaux, pour ne pas dire un problème primordial. Bon. Moi, j'ai essayé de faire en sorte qu'on ait une école sur place, même si c'est assez contraire aux principes républicains de la même école pour tout le monde.
Bon, pour qu'il y ait au moins l'apprentissage de la lecture. On peut avoir un avis différent, c'est l'expérience qui nous a fait plutôt choisir cela. Mais vraiment, si nous n'avons pas les moyens de pousser les parents à scolariser les enfants, parce qu'il y a quand même aussi, chez les gens du voyage, de plus en plus de sédentarisation au cours de l'année. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Il y a du grand passage, il y a de l'itinérance, mais il y en a beaucoup qui sont semi-sédentarisés, voire plus. Eh bien, si nous ne sommes pas capables de pousser à la scolarisation, nous manquons à nos devoirs républicains et il y a des messages qu'il ne faut pas passer. Merci, Monsieur le Président Mézard. Monsieur Hérisson. Simplement rappeler que sur le plan pratique, en fait, cet amendement, je comprends le fondement, je partage un certain nombre de choses qui ont été dites ici et surtout ce que vient de dire Jacques Mézard. Mais n'oublions pas que les parents ont la possibilité d'inscrire les enfants au CNED. Et je voudrais saluer à ce moment précis de nos débats le travail remarquable qui sont faits par les personnes qui s'occupent du CNED, puisque plus de 10 000 enfants des gens du voyage sont inscrits à cette instruction par correspondance et qu'il suffit de cette inscription. Donc aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de prendre là non plus des dispositions particulières. Puis je rappellerai encore une fois que franchement, vous êtes en train de me donner raison sur le fait qu'on anticipe sur le texte de Dominique Raimbourg. Merci, Monsieur Hérisson. Y a-t-il d'autres demandes? Monsieur Bas. Oui, merci Madame le Président. Je ne voterai pas cet amendement. Je ne le voterai pas alors que, effectivement, il se présente sous un jour qui peut paraître tout à fait positif si l'on considère que la législation actuelle induit une forme de discrimination entre les familles. Mais de mon point de vue, ça n'est pas une discrimination. C'est tout simplement tenir compte de deux situations qui sont différentes. Et si l'on se prive, dans notre législation, du moyen de tenir compte de la spécificité de la situation de ces familles pour faire en sorte que soit effective la menace, entre guillemets, de perdre les allocations familiales en cas de non-scolarisation de l'enfant, alors on ne rend pas service ni à ces enfants, ni à ces familles, et c'est le niveau d'éducation de ces enfants qui doit leur permettre, comme à tout enfant de France, de progresser dans l'existence, qui risque d'être compromis. Et c'est la raison pour laquelle je crois que derrière les bonnes intentions de cet amendement, on risque d'aboutir à une régression de l'accès à l'éducation pour un certain nombre d'entre eux. Je vous remercie, chers collègues. Monsieur Michel. Madame la Présidente, compte tenu des explications de Monsieur le Ministre, et également parce que nous croyons, nous, qu'il faut que la concertation avec Monsieur Raimbourg se fasse, et nous ferons tout pour qu'elle se fasse, contrairement à vous, messieurs. Et donc, je retire cet amendement. Je vous remercie, chers collègues. Avant l'article 1er, l'amendement numéro 48 que vous présentez, chers collègues. Le 48, vous le retirez? Écoutez, je considère qu'il est retiré. Alors je retire. Merci. Avant l'article 1er, un amendement numéro 30 qui est présenté par Madame Cukierman. Mais la loi de 69 n'ayant pas été, ayant été maintenue, n'ayant pas été supprimée, excusez-moi, je vais le faire dans le bon sens, de fait, cet amendement n'a plus lieu d'être et il est donc retiré. Je vous remercie, chers collègues. Toujours avant l'article 1er, l'amendement 51, Monsieur Jean-Pierre Michel, vous le présentez? Il sera discuté, on verra après, de la concertation avec Monsieur Raimbourg à distance. Comme tous les Français, car ils sont Français, on oublie quelquefois, les gens du voyage peuvent obtenir une carte nationale d'identité ou un passeport. L'obtention de ceci est parfois délicate. En effet, une des difficultés à résoudre tient au fait que la mention de l'adresse ne doit pas permettre d'identifier le titulaire de la carte comme un membre de la communauté des gens du voyage. Outre les difficultés rencontrées concernant les questions de stationnement et d'habitat, une partie des gens du voyage sont confrontés à des difficultés sociales liées à leur mode de vie. C'est la raison pour laquelle cet amendement
présente une mesure concrète qui permettrait de faciliter l'insertion et de lutter contre les discriminations et qui consisterait à revoir la délivrance des titres d'identité et de façon plus générale les documents administratifs. C'est ce que propose cet amendement. Il convient de s'assurer que toute mention sans domicile fixe soit bannie des cartes d'identité, passeports, permis de conduire, carte grise délivrées aux gens du voyage. Je vous remercie. Merci, chers collègues. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. L'avis de la commission est défavorable. Toutefois, à titre personnel, je voterai cet amendement. Et je le voterai avec une grande conviction compte tenu d'observations que j'ai pu faire sur cette question. Parce qu'effectivement, dès lors qu'il y a la possibilité de déduire que telle ou telle personne appartient à la communauté des gens du voyage, il y a des discriminations qui s'en suivent. Et ces discriminations sont à la fois mauvaises pour les personnes qui en sont victimes, mais pour l'ensemble de la société. Je donne un exemple. L'impossibilité pour une grande partie des personnes qui ont de telles cartes d'identité de disposer d'une assurance automobile. Et ça, c'est un problème pour l'ensemble de la société, ou bien à des prix complètement impossibles. Et par conséquent, à partir du moment où ça peut être résolu de cette manière-là et que ça n'empêche ça ne nuit en rien, il me semble que nous pourrions adopter cet amendement. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement sur cet amendement 51. Oui, merci Madame la Présidente. Vous savez effectivement que si les gens de voyage sont de nationalité française, ils peuvent donc, comme tout citoyen, demander la délivrance d'une carte nationale d'identité pour justifier de cette identité dans toutes les démarches de la vie courante ou lors du contrôle du passage aux frontières. Celle-ci est délivrée sans condition d'âge par les préfets et sous-préfets à tout Français qui en fait la demande dans l'arrondissement dans lequel il est domicilié, à sa résidence ou dans lequel il se trouve sa commune de rattachement. Néanmoins, le ministère de l'Intérieur, pour tenir compte d'ailleurs de ce que vous venez de dire et d'autre part d'une recommandation formulée par la HALD, a néanmoins prescrit au préfet, il s'agit d'une circulaire du 27 septembre 2007, de délivrer la carte nationale d'identité ou le passeport aux personnes intéressées, en excluant la mention de leur commune de rattachement. Seule l'adresse de la mairie de leur commune de rattachement peut y figurer. Elle est inscrite alors sous la forme suivante: nom, prénom de la personne et adresse de la mairie, sans qu'il soit fait mention du fait que c'est une mairie, donc sans qu'il soit fait mention de l'établissement. Cette adresse concrétise le lien de ces personnes avec l'administration. Les services de la préfecture, à l'origine de la délivrance du titre de circulation, sont avisés de la délivrance de l'un de ces documents. Voilà, donc comme je vous le disais, cette instruction répond aux recommandations formulées par la HALD dans sa délibération du 17 septembre 2007, qui vise à la suppression de la mention de la commune de rattachement sur la carte nationale d'identité de ces personnes, en raison, comme vous l'avez souligné, du caractère jugé discriminatoire de cette indication à l'égard d'une catégorie de citoyens. Elle a aussi pour objectif de conserver la neutralité de l'adresse afin de ne pas permettre de déterminer l'appartenance du titulaire de la carte nationale d'identité à une quelconque catégorie socio-professionnelle, entre autres. Donc voilà, si le gouvernement partage totalement votre avis, mais il considère qu'avec cette circulaire, votre amendement est satisfait et donc il vous demande le retrait. Monsieur Hérisson. Merci Madame la Présidente. Très rapidement, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voulais juste apporter une précision à la suite de la dernière intervention de Monsieur le rapporteur, pour dire que la situation des assurances automobiles s'est beaucoup améliorée depuis, grâce à entre autres au travail de la Commission nationale consultative des gens du voyage, et qu'aujourd'hui, une grande compagnie d'assurance française a bien voulu élaborer un produit qui s'appelle Assurance pour les gens du voyage, qui concerne le véhicule, la caravane en tant qu'habitation, même si la richesse de la langue française est pour éviter d'appeler une caravane une habitation ou un logement, on a réussi à définir ça tel que résidence mobile terrestre principale, alors qu'il y a un ministre en 2004 qui, au Conseil de l'Europe, a signé la reconnaissance par la France de la caravane
comme une habitation et comme un logement, et qu'on n'a toujours pas réussi à transcrire en droit français et en droit national cette disposition. Mais sur les assurances, je voudrais tous vous rassurer, aujourd'hui, il y a une grande compagnie française qui assure dans des conditions plus que raisonnables par rapport à la population sédentaire. L'assurance du véhicule, certes, elle existait, de la caravane en tant que logement, on va l'appeler comme ça, mais aussi des assurances complémentaires, et que je crois que les gens du voyage ont maintenant la possibilité, en tout cas au moins une possibilité, d'avoir un régime de droit commun d'accès aux assurances dans notre pays. Il leur restera un point essentiel où je conseille à la majorité de trouver des solutions, parce que c'est vous qui les trouverez, c'est qu'aujourd'hui, lorsque les gens du voyage veulent acheter une voiture ou une caravane, je dis bien acheter une voiture ou une caravane, ils sont obligés d'emprunter à une seule banque qui veut bien leur prêter de l'argent au taux de 20%. Et je pense que là, nous avons quelque chose à faire ensemble. Merci, chers collègues. Monsieur Jean-Pierre Michel, vous êtes sollicité pour un retrait. Compte tenu des explications de Monsieur le ministre, je retire cet amendement. Je vous remercie, chers collègues. Nous arrivons, avant l'article 1er toujours, un amendement numéro 36. Monsieur Le Squarnec, qu'il présente. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Donc avec cet amendement, on ne va pas préparer l'été prochain, on va faire un plongeon dans l'hiver de la Deuxième Guerre mondiale. Bien avant la Seconde Guerre mondiale, les gens du voyage, non dénommés comme cela à l'époque, devaient déjà détenir un titre de circulation à jour, y compris les enfants, et le présenter dans chaque commune, laquelle pouvait leur refuser le stationnement. Vous le savez, la dégradation des valeurs républicaines au cours des années 30 consolida la xénophobie ambiante. Le gouvernement de Vichy s'inscrivit dans ce mouvement. Des dates dramatiques jalonnent le parcours des personnes appelées aujourd'hui gens du voyage. Le 6 avril 1940, un décret interdit la circulation des nomades sur l'ensemble du territoire. Les nomades doivent se déclarer à la gendarmerie ou au commissariat et sont astreints à résidence dans les communes du département choisies par le préfet. Le 4 octobre 1940, le régime de Vichy autorise l'internement des étrangers de race juive et accède à la demande des autorités allemandes d'interner les tziganes. En mars 1941, des expériences de méthodes de stérilisation de masse sont lancées sur des femmes tziganes indignes de reproduire dans les camps de Ravensbrück et d'Auschwitz. Le 22 juin 1941, les tziganes sont exécutés dans des camions à gaz à Kulmhof. Le 16 décembre 1942, un décret signé Himmler ordonne la déportation des tziganes vers le camp d'Auschwitz. En mars 1943, 1700 tziganes déportés de Bialystok sont gazés à leur arrivée et le 25 mai, 1000 tziganes tchèques subiront le même funeste sort. En 1944, l'Allemagne nazie réalise des expériences d'inoculation de la tuberculose à Neuengamme, principalement sur les tziganes. 1000 tziganes sont gazés et brûlés dans le camp d'Auschwitz. Au total, entre 500 000 et 750 000 tziganes sont morts, assassinés, le plus souvent gazés par l'Allemagne hitlérienne. En France, 30 000 d'entre eux ont été internés dans les camps. Pourtant, ceux-ci furent parmi les oubliés du procès de Nuremberg. De son ouverture jusqu'à son verdict le 1er octobre 1946, aucun tzigane ne sera appelé à témoigner. Les victimes tziganes du régime nazi ne seront pas une seule fois mentionnées durant le procès de Nuremberg et plusieurs pays européens continueront de garder ces populations dans les camps d'internement pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, 68 ans après les premières exactions nazies, il serait temps, nous semble-t-il, que la représentation nationale française reconnaisse le génocide des tziganes, ces gitans, ces manouches et ces roms assassinés pour leur singularité, être des gens du voyage. C'est le sens de notre amendement. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Le Squarnec. Je vais demander sur cet amendement 36 l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Sur ce type de question du rapport entre la loi et l'histoire, la Commission des lois a toujours eu une position identique, précisant que ce type de disposition ne relevait pas du domaine de la loi. Et le Conseil constitutionnel a rapporté dans sa décision du 28 février 2012 qu'elle était dépourvue de portée normative. C'est effectivement le rôle d'une résolution qui existe depuis la révision constitutionnelle de 2008 de, le cas échéant, prendre ce type de disposition pour affirmer une position sur
un tel sujet. Alors, avant d'indiquer ma position personnelle, je dirais que je vous remercie d'abord, Monsieur le Sénateur, de ces rappels historiques, parce qu'effectivement, ce n'est pas une déportation comme les autres. C'est une déportation qui a commencé le 18, enfin un processus qui a commencé le 18 novembre 1939 par des assignations à résidence sur décision de préfet de tout individu dit dangereux pour la défense nationale et la sécurité publique, dont les nomades. Ensuite, un décret du 6 avril 1940, signé par le président Albert Lebrun, interdit la circulation des nomades. Il signe ainsi l'ouverture des premiers camps d'internement. Ensuite, sous le régime de Vichy, il y a eu une loi le 3 septembre 1940 qui a pris des dispositions complémentaires. Le 4 octobre 1940, la puissance occupante exige par l'ordonnance l'internement des juifs étrangers et des tziganes. Le 17 novembre 1940, Vichy promulgue une loi transférant la surveillance des camps d'internement au ministère de l'Intérieur par l'intermédiaire des préfets territorialement compétents. Enfin, à la Libération, c'est le ministre de l'Intérieur, Adrien Tixier, qui adresse le 20 novembre 1944 au commissaire de la République une circulaire au sujet des prostituées et des nomades internés, dans laquelle il explique qu'il n'est toujours pas possible de les libérer sans enquête préalable. La circulaire est à nouveau confirmée le 25 mai 1945. Ce n'est que le 10 mai 1946 qui met fin par une loi à l'internement des nomades en déclarant la cessation du conflit, ce qui met de facto fin aux lois d'exception qui avaient été adoptées tout au cours de l'année 1940. Par conséquent, effectivement, cette vérité historique, elle doit être rappelée, elle doit être connue. Mais elle est aussi, malheureusement, on voit que toute cette vérité historique, elle est la conséquence d'actes qui sont des actes officiels de la République, malheureusement. Et donc, la reconnaissance, elle est de fait, puisque ce sont des actes de la République. Et d'ailleurs, en termes de conséquences et de reconnaissance sur le plan de dédommagement, les choses ont été faites de ce point de vue-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette page noire de notre histoire et la responsabilité de la République française dans ces internements n'est pas assez connue. Mais une chose est la reconnaissance, une autre est la connaissance. Ce qui est important pour la cohésion de notre communauté nationale aujourd'hui, c'est que chacun ait bien conscience de ces événements historiques et de la responsabilité de la République française et de la responsabilité de ceux qui, à l'époque, avaient la responsabilité de conduire les affaires de l'État. Mais pour les raisons qui ont été expliquées auparavant, il s'agit à la fois de pédagogie, il s'agit de connaissance historique et pas d'une nouvelle reconnaissance qui n'a pas lieu aujourd'hui, puisque c'est des faits historiques. Ce sont des actes de la République qui, malheureusement, ont créé cet état tragique, mais ce n'est pas... rien ne peut changer cet état de fait. C'est la pédagogie qui doit permettre à chaque Français d'être au courant de cette situation. Et je vous remercie d'avoir pu l'évoquer. Et je crois que c'était utile de rappeler ces événements tragiques et la place des gens du voyage dans notre communauté nationale. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement sur cet amendement. Oui, Madame la Présidente, on parle d'événements douloureux. Et je vous remercie, Monsieur le Sénateur, d'avoir rappelé ce qui a été la situation des tziganes durant la Seconde Guerre mondiale et tout particulièrement sur notre sol entre 1940 et 1946. Je voudrais rappeler à Monsieur le rapporteur, mais sans rentrer dans une querelle historique, il me semble qu'un président de la République a bien rappelé que ce n'était pas la République mais l'État français qui avait commis ces actes à cette époque-là. Je me permets de le dire sans ouvrir de nouveau le débat. Avant et après, malheureusement. Voilà. Mais je tenais quand même à le préciser. Je crois que donc effectivement, Monsieur le Sénateur, il était important dans cet hémicycle de rappeler ce qui s'est passé à cette période. Néanmoins, nous sommes, enfin vous êtes en train de faire la loi et il se trouve que cet amendement n'a pas de portée normative. Bon. Et que, comme vous le savez, le Conseil constitutionnel est de plus en plus intransigeant face aux dispositions qui sont dépourvues de portée normative dans les lois. Il a d'ailleurs rappelé récemment
dans une décision du 28 février 2012 à propos de la loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi, qu'une disposition législative ayant pour objet de reconnaître un crime de génocide ne saurait en elle-même être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi. Voilà. Donc cette disposition, si elle était adoptée, votre amendement serait contraire à la Constitution et donc le gouvernement ne peut être que défavorable. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Bien, la parole est à Madame Benbassa. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, en tant qu'historienne, je pense que ce n'est pas au législateur de décider qu'est-ce qui relève du génocide, qu'est-ce qui relève d'un meurtre de masse. C'est vrai que les gens du voyage et les tziganes n'ont pas eu leur Nuremberg, donc ça n'a pas été reconnu officiellement. Je ne suis pas non plus pour que les génocides soient reconnus dans les prétoires. Donc, il serait opportun de laisser cette question aux historiens et de ne pas nous faire de l'histoire ici, puisque ce n'est pas notre rôle. En revanche, je serais symboliquement pour qu'il y ait une résolution afin qu'on puisse discuter de ce sujet dans les écoles, qu'on puisse faire entrer progressivement ce meurtre de masse ou génocide dans les livres scolaires. Et cette résolution serait très bienvenue, j'y insiste, mais pas votée par amendement. D'ailleurs, ça aurait moins de force qu'une résolution et un moment consacré à discuter de cette question dans l'hémicycle. Je vous remercie, Madame Benbassa. Madame Prince. En 2008, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la HALDE, avait alerté les pouvoirs publics sur les discriminations dont étaient victimes les gens du voyage en y associant des recommandations. Celle-ci visait à rétablir une égalité de traitement à l'égard de cette population qui subit aujourd'hui des discriminations résultant du comportement individuel, mais aussi des textes en vigueur. Plusieurs textes témoignent de l'ancienneté de la défiance envers un peuple au mode de vie et à la culture différente. Une loi a imposé en 1912 une réglementation spécifique d'exception, instituant notamment un carnet anthropométrique d'identité. Ils ont été les premiers à subir un fichage administratif. Le 6 avril 1940, un décret-loi interdit la circulation des nomades sur l'ensemble du territoire métropolitain et leur imposa une résidence forcée sous la surveillance de la police et de la gendarmerie. Ainsi, ils ont été particulièrement visés durant la Deuxième Guerre mondiale. En Allemagne, la politique anti-tzigane a été intégrée à la politique raciale des nazis. Comme il suffisait d'avoir un grand-parent dit tzigane pour être concerné, des familles mixtes et tziganes ont subi stérilisation forcée, détention en camp de concentration ou déportation. En France, une ordonnance allemande a exigé dès le 4 octobre 1940 leur internement dans des camps administrés et surveillés par les autorités françaises. Dans chaque département, les préfets ont demandé à la gendarmerie de recenser puis de regrouper les nomades et de les surveiller. Devant l'arrivée massive des nomades, les camps ont dû rapidement s'agrandir jusqu'à permettre aux plus grands, le camp de Montreuil-Bellay en Maine-et-Loire, de recueillir 1018 internés en août 1942. Plusieurs actions ont déjà été menées en ce sens, comme celle conduite par un collectif d'associations en 2010, l'année consacrée à la mémoire de l'internement des tziganes en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Parrainée par le cinéaste Tony Gatliff, elle a permis de sensibiliser un large public en mêlant commémoration et information. De la même façon, une stratégie interministérielle a été développée pour permettre de donner un éclairage nouveau à ces événements. Néanmoins, la reconnaissance par la France de l'internement des nomades entre 1940 et 1946 apparaît comme un élément essentiel du travail sur l'identité mémorielle. Cette évolution sur le plan de la mémoire pourrait par ailleurs faire progresser la promotion de la culture tzigane
en complément des travaux menés conjointement par le ministère de la Culture et la FNSAT Gens du Voyage. C'est la Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tziganes et les gens du voyage notamment. Merci, chers collègues. La parole est à Pierre Hérisson. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Bon, j'ai bien entendu tout ce qui a été dit ici, mais comment traiter un sujet avec un amendement, une catastrophe du XXe siècle, 700 000 morts dans les camps de concentration uniquement pour les Tziganes? Est-ce que l'on peut venir comme ça dire les choses? Alors, moi, je crois qu'il serait mieux de retirer cet amendement. Et puis, en tout cas, nous ne voterons pas ce texte parce qu'on ne peut pas traiter, là, en 2 lignes, un sujet de cette importance. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Philippe Bas. Merci, Madame la Présidente. Individuellement, nous ne pouvons les uns et les autres qu'exprimer de la compassion pour les victimes de ces décisions de l'État français mises en œuvre avec le concours de ses fonctionnaires pendant la période de la Seconde Guerre mondiale et pour exprimer aussi de la solidarité. Collectivement, nous devons déplorer ces décisions de l'État français. Mais politiquement, il me semble qu'adopter un amendement qui ne parle que d'internement, qui a été la première étape d'un drame qui, hélas, a dépassé de beaucoup l'internement, me paraît être une erreur. Juridiquement, et je ne veux pas manquer l'occasion d'apporter sur ce point mon appui à la position du gouvernement, juridiquement, il a été jugé à maintes reprises par le Conseil constitutionnel que ce type de disposition déclaratoire et déclamatoire n'a rien à faire dans la loi, et historiquement surtout, et là non plus, je ne veux pas manquer cette occasion de dire que je partage intégralement le point de vue exprimé par Madame Benbassa, historiquement, nous ne sommes pas, nous, Parlement français, représentation nationale exprimant la souveraineté du peuple français, qualifiés pour traiter un point d'histoire. Ça n'est pas notre rôle, et en empiétant sur le travail des historiens, travail scientifique, nourri par l'examen des faits, nous sortons de ce qui est la vocation propre du Parlement. Et ça fait quand même, je trouve, beaucoup de raisons, tout en prenant la précaution de dire que nous sommes les uns et les autres du même avis quand il s'agit d'exprimer compassion et solidarité. Ça fait beaucoup de raisons pour rejeter cet amendement qui n'a pas sa place dans la loi. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Goulet. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, certains d'entre nous sont plus ou moins sensibles et nous sommes tous solidaires. Et moi, je voudrais remercier nos collègues du groupe communiste et républicain d'avoir déposé cet amendement qui nous permet d'évoquer en séance ce drame de la Seconde Guerre mondiale et de donner finalement un écho et nous permettre aussi de voir ce qu'il est nécessaire de faire pour que ce drame ne soit pas oublié. Et je comprends très bien tout ce que mes collègues ont dit. Je vais rejoindre ce qu'a dit avant moi Philippe Bas et Esther Benbassa. Je pense qu'on a eu suffisamment de problèmes avec les lois mémorielles pour ne pas revenir sur ce sujet. Je pense néanmoins qu'une résolution pourrait être l'occasion de remettre et de rendre aux victimes de ces génocides tziganes les honneurs qui leur sont dus. Et je partage, comme je l'ai dit, la position d'Esther Benbassa. Si une résolution circule dans la maison, je la signerai volontiers, mais je ne pourrai pas voter cet amendement. Je vous remercie, Madame Goulet.
Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Nous reviendrons plus largement sur cette question de l'accueil des gens du voyage. Dans 24 heures Sénat, le journal, c'est à partir de 19h. Mais tout de suite, c'est Preuve par 3, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, et qui reçoit ce soir Michel Sapin, le ministre du Travail. À tout à l'heure.